Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Après avoir examiné globalement au niveau de la population comment se passait le vieillissement collectif, parlons un peu des problèmes du vieillissement individuel. Alors, on peut vieillir sans problème, mais il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent s'associer avec le vieillissement. C'est ce que nous allons voir dans le cadre de ce chapitre. Les problèmes du vieillissement sont une évidence. Ils touchent la santé de la personne âgée, son isolement social, sa qualité de vie, les choix économiques qu'il fait ou qui sont faits pour lui, les problèmes de maltraitance, les problèmes éthiques et finalement les interrogations philosophiques et spirituelles. Le plan de ce cours va aborder dans une grande première partie la maladie, dont le maître mot pourrait être polypathologie. Puis nous verrons la dépendance, avec cette séquence tout à fait particulière de Wood. Puis nous aborderons la famille, qui aujourd'hui comporte pour certaines familles encore rares 5 générations. C'est une nouveauté. La société peut être un problème pour la personne qui vieillit en termes d'entourage, de maintien à domicile. Et l'économie, c'est vrai que les choix sont politiques lorsqu'il s'agit de prévoir l'argent nécessaire pour prendre en charge les personnes âgées. La société n'est pas angélique, elle est même maltraitante, mais curieusement, c'est une découverte assez récente à laquelle s'opposent les droits de l'homme. Et tout cela appelle des réponses. La maladie, ou plutôt, quelles sont les formes que prend la maladie chez le sujet vieillissant? Au cours du vieillissement, la maladie se présente comme une interaction. Chaque malade âgé est au centre d'une interaction complexe entre les problèmes de biologie, les problèmes sociaux, les problèmes psychologiques, et cela peut s'exprimer de façon variable chez les personnes. La tâche du médecin est de démêler toutes ces composantes de la maladie. En quelque sorte, on peut comprendre une maladie due à un microbe qui envahit l'individu et les signes peuvent être considérés comme une suite logique de cet envahissement. En réalité, la maladie se présente comme la somme des problèmes posés dès le départ sur le plan biologique et tel que le malade va réagir dans sa société, dans son fonctionnement psychologique. Et tout cela peut amener des tableaux extrêmement variables pour quelquefois la même maladie. Nous avons le modèle classique de la maladie aiguë. Cette maladie aiguë, à début aigu, avec une phase d'état, une phase de complication, et puis une fin qui est en général la guérison, mais parfois la mort. Ce modèle qui prend pour exemple le plus fréquemment la maladie infectieuse, c'est celui de la médecine classique, celui qu'on enseigne aux étudiants en médecine, celui que l'on voit dans les pays en développement. En réalité, dans les pays développés, les maladies les plus fréquentes sont des maladies chroniques dont le début est insidieux, la phase d'état est prolongée, l'évolution est continue, elle est progressive, peut se faire par poussée, s'aggrave, se stabilise, repart, donne de fausses idées de guérison. Et tout cela correspond à des maladies que le médecin va suivre longtemps, comme le rhumatisme. En réalité, comme souvent, c'est les deux aspects qui finalement s'associent le plus souvent, avec des poussées aiguës sur une maladie chronique,
On connaît ces maladies qui commencent un jour, qui s'arrêtent, qui repartent, et les poussées aiguës vont aggraver le pronostic global. Un des exemples cités pourrait être la bronchopneumopathie chronique obstructive. Pour comprendre un peu la place de cette maladie chez le sujet vieillissant, Jean-Pierre Bouchon, professeur de gériatrie et de médecine interne à la Pitié-Salpêtrière, avait dessiné sur un tableau ce petit schéma pour ses étudiants, ce petit schéma qui est devenu extrêmement classique et que tous les étudiants en médecine connaissent, où Jean-Pierre Bouchon définit donc en abscisse l'âge qui avance et en ordonnée la fonction de l'organe ou le fonctionnement global de l'organisme. Et on voit sur la courbe numéro 1 que le vieillissement s'accompagne d'une diminution de cette fonction. Toutefois, en fin de course, cette fonction reste au-dessus de ce qu'on appelle un seuil critique, un seuil d'insuffisance, un seuil en dessous duquel le malade est en danger. Si une maladie aiguë survient chez le sujet qui jusqu'à présent vieillissait tout simplement, sans maladie, eh bien, cette maladie aiguë va le mettre à risque, va le faire plonger dans une zone où il est en danger, alors que pour la même maladie survenant chez le sujet jeune, il n'aurait pas été en danger. Il y a une autre courbe que nous n'avons pas vue jusqu'à maintenant, qui est la courbe 2, celle de la maladie chronique, qui va accélérer la chute fonctionnelle de l'organe ou de l'organisme, sur laquelle également peut se greffer une courbe 3. Quand vous savez qu'un malade âgé peut avoir plusieurs maladies chroniques, vous comprenez la complexité de ce modèle. Quelles sont donc les maladies des personnes âgées dans la communauté ? Si on prend les maladies qui sont capables de fragiliser, de donner du handicap, de donner une mauvaise qualité de vie aux plus de 65 ans, dans la communauté, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital, on va trouver au hit parade l'arthrose, l'hypertension artérielle, les maladies de cœur, la mauvaise vision, la surdité ou la démence. Cette démence qui est fréquemment rencontrée à la maison, concerne à peu près 1 million de Français au bas mot. On va la prendre pour exemple. La maladie d'Alzheimer est l'une de ces démences. Il y en a peut-être une vingtaine et de bien répertoriées. Eh bien, la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. Elle fait 60% ou 70% des démences. Et je voudrais tout de suite préciser que le mot démence est utilisé dans son acception médicale, c'est-à-dire ce n'est pas forcément la folie furieuse. La démence, c'est un mauvais fonctionnement du cerveau et les personnes sont plus capables d'avoir des réactions de l'ordre du rationnel et de l'intelligence. Alors, à plus de 65 ans, on sait qu'il y a 5% de personnes qui ont cette maladie. Si on prend le sous-ensemble des plus de 85 ans, cela concerne 30%, peut-être même plus. Enfin, de toute façon, avec l'âge, la prévalence des maladies d'Alzheimer va augmenter. Lorsqu'un médecin prend en charge un de ces malades, eh bien, il sait qu'il pourra accompagner cette personne pendant 2, 3, 4, 7 ans actuellement. On disait que la moyenne d'âge au diagnostic de l'Alzheimer était de 77 ans, ce qui veut dire que la majorité des malades sont plutôt âgés, mais nous connaissons des cas dramatiques d'ailleurs de malades de 40 ans qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer n'est pas spécifiquement gériatrique, mais elle touche un grand nombre de personnes âgées. Et la majorité de ces patients vivent à domicile plus qu'en institution. À titre d'illustration, Iris Murdoch, qui était une romancière britannique extrêmement connue, elle était prof de littérature à Oxford, mariée à un monsieur qui n'a pas le même nom, qui s'appelle John Bailey, et lui également prof à Oxford. Iris Murdoch avait un succès fou en librairie en produisant des romans régulièrement, et l'histoire raconte que son éditeur s'était enrichi grâce à elle et que quand les manuscrits arrivaient dans sa boîte aux lettres, il les faisait passer immédiatement à l'imprimerie.
Et un jour, il reçoit des milliers de lettres de récriminations, d'insultes des lecteurs qui disent « Qu'est-ce que vous nous avez mis sur le marché comme nouveau livre ?» Et ils n'avaient pas lu le livre. Et en fait, ce livre comportait des tas d'incongruités qui le rendaient totalement incompréhensible. Et c'est là qu'il a lu le livre et c'était le début de la maladie de Iris Murdoch. Son mari, d'ailleurs, l'a accompagné très longtemps au cours de sa maladie, presque jusqu'au bout, et c'était peut-être pas le meilleur choix qu'il avait fait. Il lui avait promis, mais c'est très très difficile de vivre avec ces malades lorsqu'on est tout seul pour s'en occuper. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il raconte dans un très beau bouquin pour ceux que cela peut intéresser. Une autre figure historique qui est Ronald Reagan. Il a été touché par la maladie d'Alzheimer à peu près sur la fin de son mandat de président et un jour il a dit à la télévision américaine qu'il avait la maladie d'Alzheimer, qu'il était parfaitement conscient de cette affaire et qu'il se confiait à sa femme Nancy qui l'accompagnerait. Ce qu'elle a fait, l'histoire l'a bien montré. Mais si j'ose dire, grâce à lui, la Foods and Drugs Administration, l'administration américaine qui met sur le marché les médicaments, avait accepté de mettre sur le marché un produit qui avait une certaine toxicité, qui s'appelait la tacrine, et qui a été le premier médicament permettant d'améliorer un petit peu, 10-15%, les malades d'Alzheimer. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, et ce qui en France a été suivi d'une mise sur le marché également très rapide. Donc grâce à Ronald Reagan et son lobbying auprès de l'administration américaine, les malades d'Alzheimer aujourd'hui ont des médicaments pour les soulager. Voilà l'évolution dans la vie d'un malade d'Alzheimer. Au début, il y a des troubles non spécifiques, des troubles de l'humeur, une certaine tristesse, un certain détachement. Mais ça ne suffit pas. Beaucoup de gens peuvent être tristes quand ils vieillissent. C'est pas pour autant qu'ils ont la maladie d'Alzheimer. On ne mettra sur le compte de la maladie cet épisode qu'après coup. Mais c'est surtout le déclin cognitif ici présent et notamment la perte de mémoire, mais aussi la perte d'autres fonctions exécutives, le jugement ou d'autres, qui fait que on va commencer à reconnaître la maladie et que le malade va en même temps perdre son autonomie. À une certaine période de sa vie, il aura des troubles du comportement qui donnent cet aspect, je dirais, un peu classique de la notion de démence. C'est vrai qu'il peut y avoir pour certains malades une certaine agressivité, voire une violence. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Les troubles du comportement, ça peut être aussi l'apathie et l'abandon de toute initiative. Et puis un jour, ces troubles du comportement vont s'effacer sur la phase finale de la maladie où le malade est même plus capable, en perdant ses fonctions motrices, n'est même plus capable de se lever de son lit, devient grabataire et termine sa vie comme ça. Si maintenant on s'adresse aux maladies des personnes âgées à l'hôpital, on était dans la communauté tout à l'heure, on est à l'hôpital maintenant, au hit parade, on aura plutôt, chez des malades plus graves, ceux qui ont besoin d'être hospitalisés donc, les maladies cardiovasculaires, hypertension, pathologie veineuse, les problèmes de vision et d'audition, les problèmes de prothèses dentaires. Sachez qu'un malade à l'hôpital qui perd sa prothèse dentaire, il est à risque d'avoir de grosses difficultés parce que c'est difficile de faire une prothèse à un malade hospitalisé. Le système de soins est organisé de cette façon que c'est difficile et s'il perd sa prothèse, il va se dénutrir et se fragiliser avec tout ce que cela peut avoir de péjoratif. Importance de la dentition quand on vieillit. Les problèmes ostéo-articulaires, les infections respiratoires, et ainsi de suite. Et les centenaires, les centenaires aussi peuvent avoir des maladies et lorsqu'on les classe, la plus fréquente est la démence, la maladie d'Alzheimer qui touche 70% de ces centenaires, d'ailleurs plus les femmes que les hommes. Et puis les troubles sensoriels, tout se passe comme si le vrai vieillissement pur était surtout marqué par des troubles sensoriels, c'est-à-dire une mauvaise vision, une mauvaise audition, la surdité. Vous voyez que ça touche quand même beaucoup de monde, 50 à 70%. Puis viennent les autres maladies classiques, cardiovasculaires, les cancers, assez rares finalement, comme si ces centenaires étaient des rescapés de la maladie cancéreuse ou même des maladies cardiovasculaires.
Curieusement, on va revoir cette question, malgré toutes ces maladies, les centenaires s'estiment en bonne santé dans 58% des cas. Et ça, c'est une question intéressante qui nous amène à des considérations que nous verrons dans un petit instant. Si on prend les maladies qui conduisent au décès des personnes âgées, eh bien, c'est pas très original, les maladies cardiaques, les cancers ou les accidents vasculaires. Être malade ou se sentir malade. En effet, il y a une différence entre la santé objective, le constat des maladies, et la santé subjective, c'est-à-dire le fait qu'une personne se sente malade ou pas malade. La majorité des malades âgés est polypathologique. On peut dire que les personnes âgées, malades, peuvent avoir de 3 à 9 maladies, car l'âge est un facteur de risque de multiples affections physiques et psychiques. Mais donc ce malade se sent-il malade? Eh bien, cela pose les questions de la qualité et du projet de vie, du sens de la vie, du sens de la philosophie de la vie, etc. Il faut voir que la médecine des personnes âgées a surtout pour but d'améliorer la qualité de vie des personnes. Elle n'a pas tellement pour but de rallonger la vie. Si les personnes ont une vie qui s'allonge, tant mieux pour elles. Nous en sommes très heureux. Mais l'objectif principal de la prévention du mauvais vieillissement, c'est-à-dire du travail de base du gériatre, c'est surtout de faire en sorte que la qualité de vie soit la meilleure possible tout au long de la vie. Voilà donc pour illustrer cet espace entre santé objective et santé subjective, Jean-Claude Henrard, qui est un très grand gérontologue, gériatre, prof de santé publique, il dit « La présence de maladies et même d'incapacité n'est pas synonyme pour les personnes du grand âge de mauvaise santé. Le sentiment d'utilité sociale, les échanges avec l'entourage semblent essentiels pour conserver un sentiment de bonne santé, ce qu'on appelle la santé perçue, et une bonne qualité de vie, et même en cas d'incapacité, parfois sévère. Vous sentez-vous malade, Boris? Boris n'est pas content. Il sort d'ailleurs de l'hôpital où il est rentré pour une énième fois pour son cœur très malade. Il ne veut pas accepter d'être malade, il est encore chef d'État. Il n'est pas content qu'on lui parle de ça, et comme vous êtes étudiant en médecine à Grenoble, il vous écoute, et il va argumenter sur l'écart entre maladie et qualité de vie, sur santé perçue et objective, et il vous dit que l'écart est grand. Et après un certain temps, il fera le deuil de sa maladie, et la raison finira par l'emporter. Deuxième partie de ce cours, la dépendance. La définition de la dépendance est très rapide, c'est la dépendance des autres pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Pour comprendre comment on passe de la maladie ou de la malformation à la dépendance, l'OMS avait chargé le professeur Philip Wood, américain, dans les années 60, de démontrer la séquence qui permettait d'expliquer que la dépendance faisait partie des conséquences des maladies. C'est très important de l'identifier. Et Wood a créé une séquence qui est très intéressante toujours aujourd'hui à étudier, même si elle n'est plus tout à fait à la mode. Wood dit que la première étape du passage de la maladie à la dépendance, c'est la déficience. C'est-à-dire qu'un organe devient déficient. On s'est coupé un doigt en sciant du bois, ou bien on a perdu un rein à cause d'une maladie du rein, ou on a perdu un poumon à cause d'une maladie du poumon. On peut dire que le doigt, le rein ou le poumon sont déficients. Donc à partir d'une même déficience, par contre, on peut avoir une incapacité de la personne un peu différente. Incapacité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai perdu un doigt que je me suis coupé, mais je suis capable de continuer à hacher du bois avec une hache ou avec une scie, mais je ne suis pas capable de jouer du violon.
Donc pour une même déficience, on peut avoir des incapacités différentes. Je ne suis pas capable de monter 2 étages parce qu'il me manque un poumon. Ou je ne suis pas capable d'absorber tous les médicaments parce que il me manque un rein. L'étape suivante s'appelle le désavantage, synonyme de handicap, mais le désavantage parle mieux, dans le cadre de cette séquence, c'est que la personne déficiente qui a cette incapacité est désavantagée. Le pianiste professionnel qui a perdu un doigt en coupant du doigt a une incapacité de 100% pour jouer du piano et a un désavantage complet, un handicap total dans la société, il est obligé de changer de métier. Par contre, le bûcheron pourra, avec les séquelles de cet accident qui ne porteront pas un grand préjudice, continuer son métier de bûcheron et il ne sera pas désavantagé, il n'aura pas de handicap. Donc à partir d'une même déficience, on peut avoir une certaine divergence dans l'incapacité, dans le désavantage, avant d'arriver à la dépendance. Les dépendants en France sont assez nombreux. En 2000 ou en 2010, ils sont estimés à 700, 800 000, peut-être un peu plus, peu importe. Il y a des fourchettes. Ça vous donne un ordre d'idée du nombre de personnes dépendantes et du nombre de professionnels qu'il faut pour prendre en charge ces personnes. Si on prend une enquête déjà un peu ancienne, mais c'est surtout les proportions que vous retiendrez, sur 8 500 000 personnes de plus de 65 ans, elles sont 9,5 millions actuellement, en 2006, il y a 1 million de personnes, 12,4% de personnes qui ne peuvent pas sortir seules, qui sont dépendantes, qui ont besoin d'une aide pour sortir. Sur les 8,5 millions ici de personnes âgées, il y en a 3,1% qui ont besoin d'aide pour la toilette ou pour s'habiller. Et puis sur toujours ce même nombre de personnes, il y a 2,4% ou 3% de personnes qui ont besoin d'aide pour sortir du lit, pour aller au fauteuil. Là aussi, on a une idée globale du secteur médico-social qui doit aider ces personnes. Ont des déficiences déclarées 7% des jeunes de 20 à 60 ans et 40% des plus de 75 ans. Ne sortent plus, au-dessus de 65 ans, 14%, et au-dessus de 80 ans, 15% chez les hommes. Vous voyez qu'ils essayent de sortir longtemps, mais chez les femmes, le chiffre passe à 30 à 40%. Troisième partie de ce cours, la famille. La famille vue par le gérontologue. La famille de la personne âgée aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est en général son conjoint, quand il en a encore un, ou bien ses enfants, et ses enfants, ou ses petits-enfants, et on connaît des grands-parents qui n'ont plus que leurs petits-enfants. La famille a changé puisque l'allongement de la durée de vie fait apparaître un concept familial tout à fait nouveau. À 5 générations, on comptait il y a quelques années 300 familles répertoriées par une équipe de recherche de l'INSERM. Aujourd'hui, il y en a sans doute beaucoup plus. Et si j'ai fait le cours cette année en faculté de médecine, j'ai demandé aux étudiants d'un amphi de 500 ou 600 s'il y avait des étudiants qui faisaient partie de familles de 5 générations. Eh bien, il y a eu dans le premier amphi, si je me souviens, 6 ou 7 mains levées, dans le deuxième, une dizaine, ce qui fait qu'on a vraiment changé d'époque. Et puis, la famille de l'âgé aujourd'hui, ça peut être tout simplement, s'il n'a plus personne avec lui, l'aidant naturel, ou même personne. Donc cette famille, qui est un lieu d'affection, un lieu de solidarité obligatoire dans la loi française, en filiation directe. Les enfants et les petits-enfants doivent aider financièrement leurs parents ou leurs grands-parents. C'est aussi un lieu où se passent des échanges financiers. C'est aussi un lieu de la maltraitance.
Et puis la famille, c'est aussi le lieu de l'épuisement, du burn-out, dit-on dans notre jargon gérontologique. Lorsque on a accompagné, une famille a accompagné une personne qui vieillit, mais une personne qui rentre en dépendance parce qu'elle a une maladie psychique, une maladie d'Alzheimer ou une incapacité physique, eh bien, à partir d'un certain moment, notamment lorsque les problèmes sphinctériens arrivent, la famille n'en peut plus, elle craque, et le malade se retrouve aux urgences à l'hôpital pour un motif souvent fallacieux. Eh bien, deux leçons. La première, c'est que tout ça doit se préparer, il faut prévoir, il faut faire de la prévention de ce burn-out, il faut organiser la suite. Et la deuxième remarque, c'est que lorsque ce changement brutal arrive dans la dépendance d'une personne, c'est qu'en général, il y a un problème de maladie sous-jacente et que le médecin doit chercher cette maladie qui n'est pas forcément évidente. D'ailleurs, en arrangeant cette maladie, quelquefois, en la guérissant, le malade pourra reprendre la place qu'il avait avant. La société, quels sont les problèmes de l'environnement social ou sociétal de la personne âgée? En fait, la société pour la personne qui vieillit, ce sont les réseaux autour de cette personne. En vieillissant, les réseaux vont changer. On n'a pas les mêmes réseaux quand on est jeune ou quand on vieillit. Les réseaux vont changer, on a des amis qui vieillissent ou qui disparaissent, la famille vieillit ou s'éparpille. Et autour de soi, quand on est vieux, on n'a plus les mêmes personnes que celles qu'on avait quand on était enfant. Dans une étude urbaine, on se rend compte que les réseaux sociaux pour la personne âgée sont d'abord les voisins, puis la famille, et puis les services, même s'ils sont des professionnels, quelquefois ce sont les seuls qui tournent autour de la personne. Et puis la dépendance sociale, si j'ose dire, va s'exprimer progressivement sans que les personnes n'y prennent garde. Dans une étude anglo-saxonne, le premier signe à disparaître, la première fonction à disparaître était la tonte de la pelouse. Et la personne demande à son petit-fils ou donne une pièce à son petit voisin pour tondre la pelouse. Et on ne se rendait pas compte que c'était le premier signe de l'entrée en dépendance. Puis on ne fera plus les courses, on les fera faire par ses enfants ou ses voisins, ou le facteur, et puis on ne fait plus la cuisine, et puis on n'assure plus ses soins, c'est-à-dire qu'on ne sait plus se couper les ongles des pieds, on est trop raide, on a besoin des autres, on devient dépendant. Et quand l'incontinence urinaire ou fécale arrive, c'est la véritable catastrophe familiale ou sociale, et la personne va donc sans doute rentrer en institution. Quels sont donc les problèmes sociaux de la personne âgée? Eh bien, c'est d'abord l'isolement. Isolement plus que solitude. Si la solitude, ça peut être une vertu. On peut chercher la solitude. On peut chercher à être seul. L'isolement est plutôt subi. Utilisons plutôt ce mot-là. On peut avoir des problèmes de logement quand on vieillit. 3 étages à monter à pied. Quand on est jeune, ça va tout seul. Quand on est vieux et dépendant, eh bien, on ne peut plus le faire. Il faut changer de logement ou l'adapter. Ou lorsque on va faire construire sa 3e maison à l'âge mûr, il faut peut-être penser que la maison doit être commode, facile, que les portes doivent être larges, tout doit être de plein pied pour permettre, pourquoi pas, de faire rouler un fauteuil roulant. Et puis, aujourd'hui d'ailleurs, on y pense de plus en plus. Les finances peuvent se poser, les problèmes financiers. Beaucoup de personnes âgées qui ont des retraites redistribuent ces retraites à leurs enfants, à leurs petits-enfants, surtout en période de chômage. Et finalement, dans la réalité, même si sur le papier, ces personnes ont des finances, elles n'ont pas toujours autant de finances qu'on le pense. L'activité sociale, est-ce qu'on est présent dans la société? Est-ce qu'en vieillissant, on est encore actif dans les associations, les sociétés sportives, ou la politique, le syndicalisme, etc. En fait, le but à atteindre est indiscutablement pour les personnes qui vieillissent de rester un citoyen à part entière dans la société. Donc, il faut bien voir que
la maladie, la dépendance vont pousser à l'isolement et vont éloigner, exclure la personne de la société. On a une illustration des problèmes de la société en revoyant ce qui s'est passé en août 2003 lors de la canicule. Nous avons eu en France un surplus de 15 000 morts. Il faut dire que ça a été assez transparent parce que en France, ça a été rapidement un scandale, grâce d'ailleurs à un médecin urgentiste de la région parisienne qui a alerté les médias. Et donc les pouvoirs publics ont été extrêmement transparents sur cette question-là, alors que ça n'a peut-être pas été le cas des autres pays où il y a eu un petit peu moins de morts. Les chiffres sont plus contestés, mais il est possible que la France ait été le pays victime. Et une des causes de ces morts était le fait que les personnes âgées étaient isolées, vivaient seules, que les gens qui s'en occupaient habituellement étaient en vacances. Donc il y a eu un surplus de mortalité et cet isolement a été sans doute fatal à ceux qui avaient déjà des petits troubles cognitifs, des petits troubles de la mémoire, qui n'étaient pas capables de trouver la bonne façon de lutter contre cette chaleur. À titre d'illustration, on a ici une carte qui nous montre en sombre les zones où il y a eu plus de 100% de mortalité, vous voyez, dans la partie nord de la France, dans le centre, un peu vers l'ouest, dans des zones où on avait moins l'habitude de lutter contre la chaleur. Si on compare les échelles de Météo France, où on voit surtout sur la carte de droite qu'il y avait en continu plus de 40 degrés pendant jusqu'à 11 jours, avec un foyer qui, comme par hasard, est exactement superposable dans la moitié nord de la France, alors que dans la moitié sud de la France, là où les gens ont un peu plus l'habitude de lutter contre la chaleur, il y a eu beaucoup moins de morts. Le maintien à domicile est une constante des politiques de la vieillesse en France depuis le rapport Larocque en 1962. Il faut tout faire pour maintenir le maintien à domicile, pour le favoriser, mais il a un coût et c'est vrai que si vous voulez opter pour un maintien à domicile et que vous êtes très malade et très dépendant, il faudra beaucoup d'argent pour vous maintenir à domicile, quelquefois même le double de ce qui est nécessaire pour rentrer en maison de retraite. Donc la question se pose véritablement. Je dirais avec Midet, pas d'acharnement social au maintien à domicile, évidemment. Il y a des projets de vie qui sont probablement de meilleure qualité dans certaines résidences ou dans certaines maisons d'accueil pour les personnes âgées dépendantes que dans un maintien à domicile à tout prix dans de mauvaises conditions. Une autre donnée de base de la société autour de la personne vieillissante, c'est le continuum du soin et de l'aide. Il faut préserver le mode de vie indépendant, il faut veiller à l'assistance au domicile, l'assistance aux soins, l'institutionnalisation. Toutes ces approches doivent éventuellement être intégrées, coordonnées, associées. Il ne faudra pas saucissonner la vie du patient. Donc il faut tout faire pour un continuum du soin et de l'aide, ce qui n'est pas toujours favorisé dans un système comme le système français, où on sépare assez nettement ce qui ressort du soin et ce qui ressort de l'aide. Le soin, c'est du sanitaire, l'aide, c'est du médico-social ou du social. Cinquième partie de ce chapitre, l'économie. C'est vrai qu'on va parler d'économie dans le vieillissement, puisque les personnes qui vieillissent nécessitent une prise en charge économique, qu'ils ont peut-être eux-mêmes préparée à titre individuel, mais on est aussi dans une société solidaire où depuis toujours on s'est battu pour qu'il y ait une solidarité entre ceux qui travaillent pas parce qu'ils sont malades ou fatigués, entre les actifs et les retraités. Mais quelque part, il faut aujourd'hui, alors que les économies sont toutes un petit peu fragiles, faire des choix. Le problème principal des choix politiques et économiques par rapport au vieillissement, comme par rapport à la santé d'ailleurs, c'est de le faire clairement. Et il faut que les pays qui ont parfois les obligations de compter les sous dans l'économie fassent des choix
claires qui fassent participer les citoyens. Nous avons ce type de système avec l'ONDAM, où le Parlement, où les députés vont s'exprimer sur l'ONDAM sanitaire, l'ONDAM médico-social, qui sont des lois de financement. Il ne faut pas se trouver dans un système où on cache ce rationnement, on ne veut pas entendre parler de ce mot, les politiciens d'ailleurs détestent ce mot-là, c'est dommage, on pourrait en parler tout simplement. Et le pire, c'est alors de voir le rationnement arriver caché et que les acteurs de terrain, comme les professionnels du soin ou le professionnel de la santé ou de la gérontologie, soient obligés de rationner sans être prêts pour le faire ou sans avoir des directives. Le budget global dans les hôpitaux amenait à ce type de dérive. Maintenant, on a changé de système de financement. J'espère que les nouvelles modalités de financement permettront ce partage à l'échelle du pays dans la transparence. Pour l'avenir, il faut donc concilier la maîtrise des dépenses de santé et l'égalité d'accès aux soins. Il faut peut-être, pour la retraite, qui va poser des problèmes, on le sait, voir arriver les différents aspects des financements, que ce soit les financements publics et solidaires et les financements privés. Ça, c'est presque un problème de société. 6e partie, la maltraitance. On doit au professeur Robert Hugonneau, qui est grenoblois et toujours très actif, d'avoir attiré l'attention en France de la population, de la société, des pouvoirs publics sur un phénomène qu'on pensait absolument inexistant, qui était la maltraitance. Les Suédois avaient commencé à publier en disant qu'il y avait une dizaine de pourcents de personnes âgées en Suède qui étaient maltraitées. C'était très très surprenant pour les Français, qui évidemment n'imaginaient pas qu'on maltraitait en France et qui se demandaient pourquoi ces pays nordiques étaient aussi barbares. Il faut dire que Robert Hugonneau a fait des travaux qui maintenant sont bien connus et qui montrent, et d'autres en ont fait autant, qu'on maltraite en France comme dans les autres pays et que cette maltraitance est un révélateur, mais il faut également lutter contre. L'association Allo Maltraitance permet d'entendre au téléphone des personnes qui voudraient s'exprimer de façon anonyme ou nominative sur les mauvais traitements qu'ils subissent dans les familles ou en institution. Ce constat de la maltraitance est déjà connu chez les enfants, chez les femmes battues, et puis maintenant on l'a mis en évidence donc pour les personnes âgées ou même dans le domaine du handicap. Cette maltraitance a lieu en institution et au domicile, mais probablement plus dans la famille que chez les professionnels, puisqu'actuellement, même s'il y a des professionnels coupables, mais la famille est le lieu de 70% des maltraitances, comme si c'était malheureusement parfois un peu culturel. Il y a des familles maltraitantes ou des familles violentes qui ont un mode de fonctionnement violent. Les psychologues pourront nous le dire. Quelqu'un qui a été enfant maltraité risque d'être lui-même maltraitant plus tard, quand il sera vieux, et même lui-même maltraité plus tard parce qu'il aura maltraité ses enfants. Et une sorte de spirale culturelle qui dépasse un petit peu les problèmes de la médecine. Quelle maltraitance chez les personnes âgées? Heureusement, les violences physiques sont les plus rares. Enfin, on peut en avoir jusqu'à 10%. Il n'est pas rare de voir arriver aux urgences des personnes âgées présentant des cocards, l'œil au beurre noir, ou des hématomes partout, et qui évidemment sont tombés dans l'escalier. Vous avez tous entendu cette formule-là. Car évidemment, le sujet maltraité n'osera pas dire qu'il a été frappé, ou n'osera pas, pour le protéger, dire que c'est son fils ou sa fille, faire état de l'alcoolisme familial, etc. Les sévices psychologiques sont beaucoup plus fréquents. Mamie, puisque tu ne nous donnes pas ton terrain, tu ne verras pas tes petits-enfants pendant 6 mois, etc. La spoliation financière est certainement importante, surtout dans les familles, mais il y a très peu de statistiques et c'est très difficile à mettre en évidence. Et il faut d'ailleurs enseigner, former les familles à ce risque
de spoliation financière en disant qu'ils soient toujours très prudents lorsqu'il y a transfert financier, de mettre les choses au clair avec la personne, de tout marquer, de voir le notaire s'il le faut, ou en tout cas de laisser des traces pour pas qu'il y ait ensuite des problèmes. Les sévices médicamenteux, ce ne sont pas des docteurs maltraitants, bien qu'il puisse y en avoir sans doute, comme dans d'autres corps de métier. C'est l'utilisation des médicaments pour maltraiter. Grand-mère, si tu continues à pas dormir le soir, on va augmenter les gouttes. Ou bien, si tu nous donnes pas ci et pas ça, on va augmenter les gouttes. Et ça se voit. Et puis les négligences, c'est on tape pas la personne, on n'est pas maltraitant, mais cette négligence, c'est que la grand-mère est à la maison, on lui envoie son plateau sur la table, elle mange dans sa chambre, personne ne s'occupe d'elle pour savoir si elle a mangé ou pas. On reprend le plateau et on ne pourra pas montrer qu'il y a négligence, la personne est accueillie, mais c'est humainement parfois difficile pour les personnes âgées. Il faut donc prévenir cette maltraitance, changer la culture même au niveau des soignants qui doivent apprendre à détecter ces maltraitances, comme le font en général les pédiatres. Les pédiatres sont avertis. Il faut que les gériatres ou les médecins ou les infirmières aient l'idée qu'une maltraitance est possible. La loi nous impose d'ailleurs de l'accuser, de détecter et même de porter plainte. Mais vous comprenez que c'est pas toujours facile dans les familles et ça mérite débat, ça peut être des problèmes éthiques. Il faut donc en parler. Pour terminer ce chapitre sur les problèmes du vieillissement, il y a des réponses, et les réponses sont les réponses que l'on va trouver dans le progrès. Le progrès nous aidera à répondre aux problèmes du vieillissement des personnes âgées. Alors le progrès, c'est la formation. Il faut que la formation médicale, soignante, la formation des familles, des malades, des aidants, du grand public améliore la prise en charge de ces personnes. On peut beaucoup progresser en améliorant la formation. Et c'est vrai que le médecin de demain sera beaucoup informateur, s'il ne l'est pas déjà. Les progrès de la connaissance dans la biologie du vieillissement, on en a largement parlé dans le premier cours. Les progrès de la pharmacie et des médicaments, qui, de plus en plus efficaces, ne sont pas encore bien testés chez les personnes âgées. Les industries pharmaceutiques redoutent de tester les médicaments chez les personnes âgées, qui sont pourtant leurs premiers clients. Là, il faudra que dans l'avenir, l'industrie pharmaceutique fasse des efforts pour tester aussi chez les gens âgés les médicaments qu'on va leur vendre, mais qui leur sont bien utiles. Progrès du soin. Le soin est comme toute science et comme tout savoir-faire, sujet à progrès, et les nouvelles techniques doivent permettre de mieux faire en moins de temps, en moins d'argent, et c'est la seule façon de progresser. Le progrès de la technologie, qui est là pour aider les soignants, aider les personnes à mieux vivre. On en verra des exemples dans un instant. Et aussi les progrès de l'éthique, du sens qu'on donne à la vie. La philosophie doit aussi accompagner le progrès, doit progresser elle-même, puisque les problèmes du vieillissement sont tout à fait inédits. L'histoire du monde n'a jamais connu des personnes aussi âgées qu'actuellement et des vieillissements de la société aussi importants qu'actuellement. Il n'y a aucune raison de considérer que c'est négatif. Pourquoi pas? Pourquoi? Ça peut très bien être positif, mais l'éthique et le sens doivent nous accompagner. Ou enfin, nous l'avons vu, l'économie doit progresser. On doit accepter le fait que prendre en charge des personnes âgées, c'est aussi contribuer à l'économie et au progrès de la société. Quelques exemples technologiques pour terminer. La téléalarme qui permet à cette dame qui arrose son jardin, qui est un peu fragile, si elle tombe, d'appuyer sur son petit médaillon qu'elle a autour du cou, et cela appellera les pompiers ou les services ou les surveillants ou la famille, et qui viendra la tirer d'affaire. Malheureusement, souvent, les personnes oublient ces téléalarmes sur leur table de nuit, et ça pose d'autres problèmes. Mais enfin, ce système est au service d'un très grand nombre de gens et permet de sauver à peu près 15%
de personnes pour des raisons véritables. Tout cela progresse. Voilà, dans la région grenobloise, un système de visioconférence qui permet de voir, ici c'est une actrice à la maison qui regarde l'infirmière ou la secrétaire qui est restée à l'hôpital ou qui est au cabinet de la maison médicale. Et on peut donc garder un contact pour certains cas qui le nécessitent. Voilà, on l'a testé depuis une dizaine d'années dans l'agglomération de Grenoble, ce système, encore expérimental, mais qui commence à rentrer dans les normes. Et on voit ici un pansement qui est fait chez une patiente. La photo n'est pas de très bonne qualité, mais c'est une photo prise sur papier. Et la caméra permet de zoomer sur les zones où on va aider l'infirmière à faire son pansement. Ça évitera d'attendre qu'elle revienne du domicile, qu'elle soit vue le lendemain en réunion d'équipe, qu'on lui fasse des propositions, qu'elle le teste. On peut perdre 8 jours quelquefois, alors qu'en voyant la plaie, on peut aider très rapidement aux soins. On peut voir la perfusion couler dans la chambre et éviter que l'infirmière reste 4 heures de suite pour regarder couler les gouttes, alors qu'elle peut très bien aller chez la voisine ou dans le quartier d'à côté pour soigner un malade. Et puis si quelque chose ne va pas, on l'appelle au portable, elle vient corriger la perfusion. Ou bien on peut voir l'ordonnance du médecin qui vient de passer, et on gagnera 2 jours sur la pharmacie, car l'infirmière de l'hospitalisation à domicile pourra venir avec les médicaments d'emblée. Ou on pourra voir la dame qui s'est trompée une fois de plus de médicaments. Vous voyez, elle nous montre sa pilule, c'est pas celle-là, c'est celle d'à côté. On pourra le corriger. D'ailleurs, on a vu des tas d'erreurs que pouvaient faire les malades avec leurs médicaments. Donc voilà, le progrès de la technologie permet de faire avancer la médecine, la prise en charge des personnes âgées.